Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Courtoisie, soyez-en remerciés. C'est un jour important pour moi, celui où je rejoins cette équipe qui a la gentillesse de me faire confiance pour animer ce rendez-vous bimensuel. Surgissant chez vous à l'improviste, je me dois de me présenter rapidement, la bienséance l'exige. Je suis Marc Bessou. Il y a un certain temps, j'ai été animateur puis responsable de l'antenne d'une radio locale à Lyon, Radio Scoop, qui fut longtemps la plus importante radio locale de province. Puis, ayant eu la chance de rencontrer un homme assez inoubliable, Pierre Bellemare, j'ai débuté grâce à lui une carrière à la télévision, animant entre autres 40 degrés à l'ombre avec Caroline Tresca, que nul n'a oublié, Faut pas rêver, Les démons de midi, Faites comme chez vous, Génie en herbe, La carte au trésor et bien d'autres, le plus souvent sur le service public. Enfin, je suis devenu réalisateur de films documentaires portant essentiellement sur l'histoire, la littérature et parfois le voyage. France 3, Arte, Public Sénat, toute l'histoire ont bien voulu de mes films sur la guerre d'Algérie, la crise de Suez et la révolte hongroise de 56, Pierre Mendès France, Théodore Monod, l'histoire du bal Musette, l'élection de Schwarzenegger au poste de gouverneur de Californie ou 34 portraits de grands écrivains voyageurs, Joseph Kessel, Jack London, Cordio Malaparte, Joseph Conrad, Romain Gary, Hemingway, etc. Aujourd'hui, j'ai donc la chance de vous proposer ce programme au titre, je l'avoue, un petit peu sibyllin, Les neiges du Kilimandjaro. Une explication est nécessaire, la voici. Le Kilimandjaro, que les neiges revêtent d'un blanc manteau, est un volcan haut de 5893 mètres. On prétend que c'est la plus haute montagne de l'Afrique. Sur le flanc ouest, près du sommet, se trouve la carcasse congelée et desséchée d'un léopard. Personne n'a su expliquer ce que le léopard cherchait à cette altitude. Ah, j'adore ces voix nasillardes de l'époque. C'est un film, donc un film d'après Hemingway, une nouvelle d'Hemingway. Ava Gardner, peut-être la plus belle femme de tous les temps, Gregory Peck, Ernest Hemingway donc, comme auteur. Alors pourquoi ce titre ? Eh bien, c'est l'idée du dépassement de soi, du mystère de ce qui nous anime, de la pureté qui semble éternelle mais qui ne l'est pas, car les neiges du Kilimandjaro fondent, elles peuvent disparaître, les civilisations peuvent disparaître. Hommage à Hemingway donc, hommage au léopard qui a tenté on ne sait pourquoi cet acte courageux et qui en est mort. Dans ce programme, pour lequel la direction de Radio Courtoisie me donne carte blanche, très beau cadeau dans l'univers assez formaté des médias, je recevrai donc des personnes aux expériences variées, mais créatives. Nous parlerons d'histoire, nous parlerons de géographie ou d'art, nous parlerons de nos élans, de nos admirations, de livres, de films, de musique, des rives de l'Amazone ou de la fulgurance de Rimbaud, des charges de la cavalerie napoléonienne ou de la lenteur des caravanes vers Samarcande. J'espère que l'équipée vous plaira. Les tout premiers invités, merci messieurs d'être là pour cette première. Alors, à ma droite, Éric Roussel. Comment allez-vous ? Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes historien, vous êtes membre de l'Institut, Académie des sciences morales et politiques pour être précise. Vous fûtes aussi journaliste, et vous l'êtes encore, je crois. Politologue et surtout biographe. De ces étiquettes-là, s'il y en a une que vous reconnaissez comme la vôtre, quelle est-elle ? Pardon ? De ces étiquettes-là, ces activités-là, qu'est-ce que vous êtes ? Si vous définissez ? Toutes me conviennent, oui. Parfait. Mais une seule ? Disons historien, peut-être, oui. Oui, peut-être. Vous n'êtes pas sûr. Oui. J'ai été élu à l'Académie des sciences morales et politiques dans la section histoire et géographie. Donc, en principe, c'est une preuve de reconnaissance, oui. En face de vous, Nicolas Pernikov, dirigeant d'entreprise médias et communication. Vous avez travaillé à une époque dans le groupe Énergie, où vous étiez directeur de la promotion et de la com. Vous avez créé Trace TV et vous avez surtout, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, rejoint France Télévisions, je crois, en 2006. En 2006. 2006. Vous avez été directeur des divertissements à France 3. Directeur des programmes de flux sur France Télévisions dans son ensemble, je vous dirai aujourd'hui en quoi consiste ce poste un peu mystérieux pour le grand public. Programme de flux, c'est ça Programme de flux, c'est quasiment 60% des programmes en access et en pré-access, c'est-à-dire des jeux, divertissements, magazines, et puis grands événements autour de la musique. Pas mal de choses. Vous avez une belle voix de radio, vous savez ça. Je sais, c'est ma passion la radio. Vous savez, j'ai commencé en radio quand j'avais 14 ans. Ah, belle expérience. On en parlera après. Et enfin, nous ne l'aurons pas, donc c'est un espèce de teaser inversé. Nous espérions avoir en duplex, ça aurait été merveilleux, un jeune navigateur, Arthur Pavio, qui participe à la Mini Transat, qui est une épreuve très difficile, qui amène les Sables d'Olonne en Guadeloupe, des jeunes gens sur des bateaux minuscules. Et nous espérions l'avoir en duplex, il approche des Canaries, mais il est encore un petit peu loin des côtes, dont nous ne pourrons pas lui parler, car le règlement lui interdit une communication extérieure, mais nous l'aurons avec nous la prochaine fois. Il sera en escale aux Canaries. Sachez que ce jeune homme, en plus, cingle sous les couleurs des chrétiens d'Orient, plutôt que généralement Unilever ou Olida, c'est un peu d'allure, je trouve. Et c'est un jeune qui tente des choses incroyables. D'ailleurs, tiens, vous connaissez Jack London, il y a une phrase de lui qui est formidable, qui dit « Pourquoi attendre pour partir ? Nul d'entre nous ne sera jamais plus aussi jeune qu'aujourd'hui. » Intéressant, et c'est vraiment son cas.
Alors avant de commencer nos discussions, chers amis, un peu de cinéma. D'ailleurs, le générique, au fait, j'ai oublié de vous le dire, François Droubet, que j'adore, et c'était Les Aventuriers, avec Alain Delon et Lino Ventura. Donc, un peu de cinéma. Rapidement, je pose le pitch du film dont je voudrais qu'on entende un morceau, qui s'appelle Le Sommet des Dieux. Vous savez tous que l'Everest a été vaincu en 1953 par Hillary. Enfin, c'est la version officielle. Pour beaucoup de gens, peut-être George Mallory, qui l'a gravi en 1924, qui a disparu dans la redescente ou avant la montée, c'est un mystère. C'est le plus grand mystère de l'alpinisme mondial. Et si Mallory, 30 ans avant, avait vaincu l'Everest? Il avait avec lui un appareil photo Kodak, et Kodak a toujours dit, si un jour on retrouve son corps, on garantit qu'on pourra développer la photo qui pourrait prouver qu'il est arrivé au sommet de l'Everest. C'est une belle énigme romanesque. Donc un auteur japonais, Taniguchi, en a fait un manga. Vous connaissez ces mangas, bandes dessinées japonaises qu'on lit à l'envers, c'est un univers particulier. Il a ajouté à cette histoire véridique une fiction, un jeune photoreporter qui est à la recherche d'un alpiniste mystérieux qui lui-même traque l'appareil photo. Voici la bande-annonce. Grimper. Grimper encore. Grimper. Grimper encore. Toujours plus haut. Et après. 70 ans qu'on me cherche, Mallory. Si quelqu'un l'avait Le sommet de trouvé, on l'Everest saurait. a été atteint en 1953. Mais c'était pas la première tentative. Ça fait 70 ans qu'on me cherche, Mallory. Si quelqu'un l'avait retrouvé, on le saurait. Pas la peine de s'énerver. Abou Joji. Ce type a disparu depuis des années et hop, il refait surface avec l'appareil de Mallory. C'est ça. Si Mallory a atteint le sommet, ça peut changer l'histoire de l'alpinisme. Jamais t'adresse. Le premier homme sur l'Everest. Pourquoi vous On cherchez? peut pas laisser passer ça, se planque. À quoi tu joues? C'est peut-être toute sa vie. Jamais t'adresse, jamais mot, jamais de On signature. trouve toujours de nouveaux Pourquoi vous cherchez à bout? Ce mec se planque. À quoi tu joues, là? Tu sais peut-être tout ce type, mais à quoi ça te sert? Un alpiniste trouve toujours de nouveaux défis. Ça finit jamais. Je sais ce que vous voulez faire cet hiver. Je ferai tout ce que vous me direz. L'Everest, la face sud-ouest. Cette ascension, c'est Personne ne peut faire ça. S'il vous plaît, laissez-moi grimper avec vous. Je ferai tout ce que vous me direz. 8 ans qu'il sépare, elle suivra tout. Cette ascension, c'est tout pour lui. Ne cherche pas, elle suivra tout. Le corps n'est pas fait pour survivre à cette altitude. On a perdu trop de temps. La fenêtre est trop courte. Voilà, Le Sommet des Dieux. Alors le film n'est pas tout récent, il a eu le César du meilleur film d'animation en 2022. Et si je voulais quand même en parler maintenant, en dehors de toute actualité, c'est que voilà, il parle de montagne, comme le titre général de l'émission, et que l'histoire est merveilleuse, et que l'histoire du producteur qui a monté ce film est une histoire fantastique aussi. C'est 10 ans de sa vie, partant de rien, obtenant les droits au Japon de ce manga mondial et réussissant à faire ce film qui arrive au sommet du succès. Une belle histoire d'investissement personnel, de courage, de dépassement, un peu comme le leitmotiv de l'émission, les neiges du Kilimandjaro. Ces neiges à lui, c'était celles-là, il les a conquis. Vous allez au cinéma un peu, les messieurs, tous deux, hein, parfois? Ou vous n'avez pas le temps? De temps en temps. Pas souvent, non. C'est vrai? C'est un choix ou c'est l'emploi du temps? Oui, c'est emploi du temps, puis enfin, c'est peut-être aussi les programmes, je ne sais pas. Ah, il faudra voir celui-là, il est encore visible sur de nombreuses plateformes. Hein. Cherchez, je compte sur vous, ça vaut vraiment la peine. Avant de commencer vraiment nos discussions et de rentrer dans le cœur de l'émission, je voudrais un peu de musique, il y en a quand même parfois, vous le savez, sur Courtoisie. J'ai cherché, dans mon cerveau fertile, ce qui pourrait avoir un rapport avec le Japon. Et j'ai trouvé la bande originale du film Furio. Alors, vous n'allez pas au cinéma, vous ne le connaissez pas, mais c'est un film de 84, vous le connaissez peut-être, Si, vous, oui. Nicolas, voilà, avec David Bowie, dans un très bon rôle d'officier prisonnier des Japonais, et qui crée un rapport un petit peu ambigu, sadomasochiste avec le personnage qui garde le camp, qui est interprété par l'acteur et compositeur qui a fait la musique du film, Richie Sakamoto. Ça s'appelle Furio, très jolie musique japonaise, très paisible, et après, on entre dans le débat. La musique du film Furio, composée par Richie Sakamoto en 84, qui jouait dans le film donc le rôle principal face à David Bowie, tout ça pour clore la séquence un petit peu japonaise après avoir parlé du Sommet des Dieux. Film français, important de le dire, film d'animation français. L'animation française marche très bien, et ça c'est même un parfait exemple. Voilà, Éric Roussel, Nicolas Parnikov sont avec nous dans ce premier épisode des Neiges du Kilimandjaro. Éric Roussel, j'ai regardé avant de venir, je me suis plongé à nouveau dans vos ouvrages. Vous êtes obsessionnel. En fin de compte, ce qui vous intéresse, ce sont les hommes politiques français du XXe siècle. Plutôt les hommes, peut-être les hommes d'État. Plutôt les que hommes d'État, vous avez raison, c'est une nuance importante. Je regarde la liste. Jean Monnet, grand prix d'ailleurs de l'essai de l'Académie française, Général de Gaulle bien sûr, Mendès France, Giscard d'Estaing,
Nicolas Sarkozy, ça s'appelait De près, de loin. Mais c'est pas une biographie, ça, c'est un petit essai. Un essai, celui-là, pardon. Et puis le premier, qui a eu d'ailleurs le plus de succès, c'est Pompidou. Bien sûr, j'ai Pompidou également. Et puis, à part ça, Brossolette, Benoît Méchin, qui sont un peu périphériques à ça, mais voilà. Alors, l'histoire, j'imagine que c'est une passion de toujours pour vous ? Oui, de toujours, oui. J'avais fait des études de droit. Enfin, à l'origine, je me destinais à l'enseignement du droit public, du droit constitutionnel. Et puis, je ne sais pas, le hasard a fait, la vie a fait que je suis devenu journaliste. Et puis, j'avais l'idée, en réalité, de faire à peu près ce que j'ai réalisé. Mais quand on est jeune, on n'a pas toujours les portes d'entrée. Puis, je crois que j'ai toujours eu beaucoup de chance. Un jour, j'ai eu un coup de téléphone, j'étais à ce moment-là au Monde, et j'ai eu un coup de téléphone d'une attachée de presse des éditions Lattès, et qui me demandait de parler, qui attirait mon attention sur je ne sais plus quel livre. Puis on parle un petit peu, et elle me dit « Vous n'avez pas des projets personnels ?» Alors j'avais fait ma thèse de doctorat de droit sur Pompidou, mais c'était un truc très, très ennuyeux, qui faisait 2000 pages. Mais enfin, ça faisait quand même un gisement de départ. C'est sûr. Alors je lui dis ça, elle me dit « Mais c'est formidable, nous avons une réunion tout à l'heure, et il y a l'anniversaire de la mort de Pompidou là, en 2 ans, et nous cherchons quelqu'un pour écrire une biographie de Pompidou. » Et en 2 jours, l'affaire a été faite. Donc j'ai écrit ce livre, et il a eu un succès, on peut le dire, enfin assez important, puisque la première édition a fait 55 000. Je crois qu'on doit avoisiner les 100 000. Oui, c'était énorme pour une biographie politique. Oui. Mais ce qui veut dire que c'est un rêve d'auteur. Vous ne demandez rien et on s'offre à vous. Tant d'auteurs écrivent pour rien. Et la plupart du temps, pas toujours, mais enfin la plupart du temps, j'ai réagi à des propositions. Par exemple, le livre suivant, c'était Jean Monnet. Et ça s'est aussi réalisé sur des conditions assez curieuses. C'était à l'époque Claude Durand, qui était le PDG de Fayard, que je ne connaissais absolument pas. Il m'invite à déjeuner. Puis ça se passe très bien. Puis à la fin du déjeuner, il me dit « Vous savez sans doute pourquoi vous êtes là ?» Alors je lui dis « Vous avez peut-être envie de me demander un livre ?» Il me dit « Oui. » Je lui dis « Vous savez, j'ai pas mal de choses en train, je ne peux pas m'engager. » Et il me dit « Même si je vous propose Jean Monnet. » Alors j'étais stupéfié, parce que c'est vrai que c'était un projet enfin, il se trouve que j'avais connu dans un tout autre cadre un collaborateur de Jean Monnet qui avait écrit, qui avait été son scribe, enfin, qui l'avait aidé, il était très âgé, à écrire ses mémoires. Et il s'appelait François Fontaine, c'était lui-même un écrivain. Et François Fontaine m'avait dit, je lui avais proposé, parce que je m'étais occupé vaguement d'édition à un moment, je lui avais proposé d'écrire une biographie de Jean Monnet. Il me dit non, moi j'ai déjà écrit les mémoires, je ne vais pas écrire la biographie, mais c'est vous qui devriez. Alors du coup, ça m'avait intéressé, je m'étais plongé dans ce personnage, et puis j'avais une amie aussi qui m'avait parlé de ça. Enfin voilà, c'était un projet vague. Et alors j'ai demandé après à Claude Durand comment il avait eu cette idée. Et il m'a dit, c'est en lisant vos articles du Figaro littéraire. Alors, miraculeux. Il n'était pas tellement question de Jean Monnet. Non, mais ça prouve que les bons éditeurs... Et puis ensuite, Gallimard, c'est à la suite de ça que Gallimard m'a demandé la biographie de De Gaulle. Je comprends, ça s'enchaîne. Qui a été le principal... Nicolas Pernekoff, je vous vois écouter avec intérêt les propos d'Éric Roussel. C'est vrai que c'est un monde assez loin du vôtre. C'est un monde de recherche. Vous êtes dans l'immédiateté, dans le programme de flux, qui est tout à fait respectable. Hein. Oui. C'est une autre vie. Quoi. C'est une autre vie, effectivement, mais oui. C'est remarquable le travail que font les historiens, et heureusement qu'ils sont là aujourd'hui, parce que quand je vois tous les problèmes qu'il peut y avoir sur le fait de vouloir revenir sur des moments de l'histoire, ou de les changer, ou couper l'accès même aux enfants sur certains moments de l'histoire, ce qui est plutôt grave, hein, puisqu'on est de moins en moins dans le débat d'idées, je trouve que leur travail est plus que jamais important aujourd'hui. Hein. Pourquoi est-ce que vous êtes spécialisé dans le XXe siècle ? Vous n'avez jamais voulu aller plus loin ? Une biographie, je ne sais pas, de Turenne, de Colbert ? Non, parce que chacun a sa spécialité. Moi, c'était plutôt... voilà, je me sentais à l'aise sur cette période, même si je peux avoir des intérêts pour d'autres périodes. Mais enfin, on ne peut pas être complètement polyvalent. Me confirmez-vous qu'en France, on est particulièrement un pays consommateur de livres d'histoire ? C'est ce que j'entends souvent dire. C'est une hypothèse optimiste, parce que non, aujourd'hui, le public des livres d'histoire, malheureusement, est en train de se réduire, et ça, c'est un vrai problème. Je pense que ça tient aussi à une chose, c'est qu'il y a eu beaucoup trop, à mon avis, de livres d'histoire qui ont été publiés et qui étaient, on peut dire, des thèses mal assimilées, quoi, qui étaient livrées comme ça, sans...
Et donc, le public, si vous voulez, n'a pas trouvé à s'alimenter, quoi, en quelque sorte. Mais il y a des auteurs, quand même, qui trouvent, par exemple, mon ami Emmanuel de Varesquiel, qui vient d'être élu à l'Académie des sciences morales et politiques. Lui, il écrit un très bon français, il a un public. Enfin, je pense que il y a un public potentiel, si vous voulez, mais qui a été découragé par certains laisser-aller, c'est à mon avis, dans l'édition, c'est un système qui tournait un peu en rond, c'est-à-dire on faisait plaisir à des auteurs, on prenait leurs livres, ça se vendait à 2-3 000 exemplaires. Si ça n'avait pas de lecteurs, ça ne faisait rien, parce qu'on n'avait pas mis beaucoup d'argent, et voilà, donc c'était... Vous devez le savoir mieux que moi, et Nicolas lui-même, je pense, pourrait le deviner aussi. Le personnage historique sur lequel on a le plus écrit, semble-t-il, c'est Napoléon. J'ai lu un jour, je ne sais pas si c'est une légende, qu'il y avait eu plus de livres écrits sur Napoléon qui ne se sont écoulés de jours depuis sa mort. Vous connaissez cette légende ? Oui. Vous pensez que c'est vrai ? Oui, je crois que c'est vrai. J'ai écrit aussi sur De Gaulle, qui est un personnage... Et on a écrit beaucoup sur De Gaulle. En revanche, quand je me suis lancé là-dedans, tout le monde me dit mais c'était la folie, je ne sais pas combien. On en parlera un peu plus tard, si vous permettez. C'est déjà c'est un vrai sujet de fond. C'est pourquoi refaire des choses alors qu'on semble tous les connaître. Ce travail biographe, en un mot, ça prend beaucoup de votre vie. Si on est plongé dans le passé, vous en tirez une satisfaction personnelle de découvrir des choses nouvelles, de plonger, d'aider à comprendre. Oui, moi c'était le rêve de ma vie, donc je suis ravi de faire ça, d'avoir réussi. J'ai eu beaucoup de chance avec ce premier livre qui a bien marché. Et puis ensuite, j'ai eu des propositions intéressantes. Et voilà, je touche du bois, j'espère que ça continuera. Alors pardonnez-moi d'être un petit peu lourd et faire un peu d'autopromotion, ce sont vos neiges du Kilimandjaro à vous. C'est ce que le sommet que vous vouliez atteindre. Voilà. Et vous, Nicolas, le sommet que vous voudriez atteindre, inaccessible ou pas, quel serait-il dans votre vie professionnelle ? Je vais reprendre les mots d'Éric, ça me faisait sourire tout à l'heure, qui disait qu'il avait eu de la chance. Mais bon, je crois qu'en fait, la vie est faite de rencontres, et puis vous allez forcément vers des choses à un moment donné qui s'ouvrent à vous parce que vous les avez demandées ou parce que vous les avez peut-être vécues sans vous en rendre compte à un moment donné de votre vie. Donc moi, j'ai toujours été attiré par la radio. Dès l'âge de 12 ans, j'étais dans des radios locales. J'avais démarré à l'époque avec... Pascal Nègre à Saint-Germain-en-Laye, une radio qui s'appelait Ouest FM, et Pascal a fait son parcours après en devenant président d'Universal. J'aime la radio locale. Moi, je suis un amoureux de la radio. Donc, c'est un beau média, c'est vrai. C'est un très beau média. Vous pouvez rebondir sur l'actualité. C'est immédiat. C'est un peu ce que sont devenus les autres médias aujourd'hui, hélas, parce qu'il y a une immédiateté aujourd'hui à cause des réseaux sociaux ou grâce aux réseaux sociaux, je ne sais pas, mais qui fait qu'aujourd'hui, on est rentré dans une autre dimension qui est une dimension, moi, qui m'inquiète un peu, si je peux en parler 2 minutes. Bien sûr. Et un peu, aujourd'hui, on est pour ou contre quelque chose. Voilà. Il n'y a plus de débat, il n'y a plus de moins en moins de nuances. Oui. Et quelque part, je trouve ça très rétrograde. En réalité, si vous regardez aujourd'hui, vous avez connu Tous droit de réponse, par exemple, avec Michel Polac. Est-ce que cette émission pourrait avoir lieu aujourd'hui ? Je ne suis même pas certain. C'est-à-dire que plus on avance, plus on a accès à des nouveaux médias et on use et on réuse de nouveaux médias, mais de l'autre côté, je ne suis pas sûr qu'on avance en réalité. Et c'est ce qui me fait un peu peur aujourd'hui. Mais on en parlera tout à l'heure de ça, on a largement le temps. Juste pour savoir, ce que Éric Roussel disait à l'instant avec un grand sourire, c'était le rêve de ma vie de faire ça, donc il a parfaitement réussi. Vous, si demain, comme pour lui, un éditeur, on vous dit « venez diriger une radio », c'est le bonheur ? Absolu. D'accord. Bien sûr. Absolu. Absolu. Je vous replonge avec Roussel, je vais vous confronter, c'est presque un jeu, mais c'est pourtant des sujets sérieux, à des petites archives sonores sur des personnages que vous avez traités, et on en parle ensemble. La première, la voici. Ici, Radiodiffusion nationale de l'État français. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Maréchal Pétain, président du Conseil des ministres, vous parle. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de l'affection de notre admirable armée qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires contre un ennemi supérieur en nombre et en armes. Sûr que par sa magnifique résistance, elle a rempli nos devoirs vis-à-vis de nos alliés. Sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander. Sûr de la confiance du peuple tout entier, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés,
qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces dures épreuves et fassent taire leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie. Voilà le maréchal Pétain qui annonce l'armistice. Vous avez écrit sur ce moment très difficile de l'histoire de France. Oui, j'ai écrit un livre, alors qui n'est pas une biographie, qui est un livre qui a été publié dans la collection célèbre des éditions Gallimard, qui s'appelle « Les journées qui ont fait la France ». Et on m'avait donné le choix de la journée. On m'avait dit simplement, on voudrait que vous traitiez de la fin de la Troisième République. Alors il y avait dans cette série, enfin dans une première partie, dans une première mouture en quelque sorte de cette collection, il y avait eu un livre d'Emmanuel Berle, qui était un très bon livre, qui s'appelait justement La fin de la Troisième République, et qui portait sur la journée du 10... Mais qui avait travaillé lui-même, voilà. Emmanuel Berle, pour Pétain. C'est lui qui a fait les discours, peut-être pas ce discours-là, mais enfin il a fait les quelques discours qui ont suivi, oui. Ce qui est assez stupéfiant. Oui, c'est ce qui est stupéfiant, puisque Berle était juif, voilà. Et bon, c'était un peu une erreur de casting, comme on dit. Il l'a payé cher d'ailleurs, parce que ça lui a valu après ça une certaine... pas vraiment des ennuis, mais enfin, il a été, disons, quelque peu marginalisé. Enfin, en tout cas, donc, dans une collection qui s'appelle « Les journées qui ont fait la France », la facilité, c'était évidemment de prendre le 18 juin, parce que c'est le 18 juin qui est... L'appel du général de Gaulle, bien sûr. Mais ça avait été et puis en plus, j'étais pas trop mal placé pour le faire, parce que j'avais écrit une biographie de Gaulle. Mais en réalité, ce qui m'avait frappé, justement, en écrivant à la fois sur Jean Monnet et sur de Gaulle, c'est que la journée clé, c'était cette journée du 16 juin, parce que c'est la journée où tout bascule. Il y a 3 conseils des ministres dans la journée, 2 présidents du conseil, et d'ailleurs c'est si vrai que le général de Gaulle choisira cette date comme fin de la légalité républicaine. Absolument. Et donc c'est vrai, et on peut dire que c'est une journée, oui, qui a contribué à faire la France, parce que de Gaulle avait été très frappé par l'impuissance, notamment du président de la République, qui était quasiment privé de pouvoir. Bien sûr. Et ça a beaucoup compté dans sa réflexion constitutionnelle, dans sa volonté de faire du président de la République vraiment le pivot. C'était une révolution copernicienne, puisque le pouvoir exécutif était complètement diabolisé. Et ça a même eu une conséquence vraiment immédiate, en ce sens que l'article 16 l'article 16 de la Constitution, qui fait dans certains cas du président de la République une sorte de dictateur à la romaine, ça vient de cette réflexion de Gaulle sur cette journée. Mais d'un mot sur votre travail, d'un mot tel que vous nous le racontez, on a l'impression que chaque fois les choses se proposent à vous et que vous n'avez pas d'idée préconçue. Si. Vous vous êtes jamais levé un matin en disant « je voudrais écrire sur un tel ». Si, ça m'est arrivé, mais les bons éditeurs arrivent en général à deviner les projets qu'il faut... mais c'est évident que De Gaulle, c'était quand même un défi absolument incroyable. Mais là, pardonnez-moi, je vous soumets un peu à la question et on va un peu vite. Si demain, on vous dit, vous traitez Éric, le personnage que vous voulez, qui choisissez-vous ? Écoutez, là, pour le moment, j'ai plusieurs vous avez l'émission pour réfléchir. Mais je voudrais une réponse. Voilà. D'accord. Je voudrais une réponse avant la fin de l'émission. Sur votre rêve de biographe. Non, je serais tenté par un personnage comme Clémenceau. Oui. D'accord. Oui, parce que je pense que c'est un personnage finalement assez actuel et sur lequel on a... ça paraît aussi idiot de dire ça, mais je pense qu'on n'a pas tout dit. Il y a eu des livres, beaucoup de livres, mais qui donnent des visions, à mon avis, un peu partielles. Il n'y a pas de vision absolument d'ensemble, parce que Clémenceau, c'est non seulement un tempérament, un homme d'État, mais c'est aussi, de cette façon, un intellectuel, et puis aussi, il y a le personnage privé qui est intéressant. Enfin, c'est un personnage avec beaucoup de contradictions. Éric Roussel, est-ce qu'il faut, en quelques secondes, est-ce qu'il faut, pour écrire sur quelqu'un, 2 questions à la fois. Est-ce qu'il faut avoir une sympathie pour lui ? Et est-ce que, quand on écrit sur un personnage controversé, comme le maréchal Pétain par exemple, est-ce que l'avis qui est le vôtre au départ évolue au fil de vos recherches ?
Oui, bah ça, en général, oui, ça peut évoluer. Je ne dis pas qu'il faut avoir une sympathie absolue pour le... Jean Tullard a une assez bonne définition. Il dit l'historien doit être devant l'objet de son étude comme un libertin devant sa proie. Oui. C'est pas mal, ça. Formule un peu, peut-être un peu. Je ne voyais pas en libertin osé. comme ça, vu de l'extérieur. Oui, mais écoutez, voilà, en tout cas, la définition de Jean Tullard. Et je crois que c'est quand même assez vrai qu'il faut surtout avoir de l'intérêt pour le personnage. Et moi, j'ai choisi des personnages. J'ai pas été déterminé dans mes choix par des choix politiques. Bien sûr. Vous l'avez prouvé dans les ouvrages. J'ai mes idées qui sont. Mais l'idéal, c'est qu'on ne doit pas les découvrir, vos idées. Ne nous intéressent pas. Oui, enfin bon, on peut vaguement les deviner. Si vous le permettez, Eric. Oui. On y revient. On a beaucoup de temps. Je voudrais un mot avec Nicolas Pernikov. Vous, Nicolas, si vous achetiez demain, quel personnage vous fait rêver d'histoire? De qui aimeriez-vous connaître l'existence mieux que vous ne la connaissez actuellement? Je crois Napoléon continue à me fasciner. J'ai vu beaucoup de choses et lu beaucoup de choses autour de Napoléon. Je pense qu'il y a encore des choses à découvrir de Napoléon. Vous seriez partant, vous le lisez demain si vous avez un ouvrage de Napoléon. Bien sûr. C'est vrai. Bon, messieurs, on va reprendre la discussion après. On va écouter un peu de musique si vous voulez bien. Alors, c'est un petit clin d'œil. On parle souvent des ors de la République avec leur côté, à la fois leur faste et puis leur prétention parfois. Donc, je voulais vous faire entendre un morceau de Lully, qui est la musique, la marche pour la cérémonie des Turcs. Vous savez, c'est dans Le bourgeois gentilhomme. Monsieur Jourdain se prend pour quelqu'un qui ne l'est pas. Et donc, cette musique volontairement fastueuse et pompeuse évoque un peu les ors et les excès parfois des pouvoirs. Lully marche pour la cérémonie des Turcs. C'est dans Le bourgeois gentilhomme, composé pour l'occasion, au plus grand plaisir de Louis XIV, à Monsieur Jourdain, ce personnage ridicule, et cette musique pleine d'emphase qui va bien avec. Les Neiges du Kilimandjaro, nous recevons Éric Roussel, historien et biographe, et Nicolas Pernikov, homme de médias, directeur pendant longtemps des programmes de flux sur France Télévisions. Et vous vouliez, Nicolas, poser une question à Éric Roussel ? Oui, j'avais une question parce que j'ai toujours été fasciné justement par les auteurs et surtout sur sur le De Gaulle que vous avez écrit. Le travail qui est fait, vous faites comment en fait? Vous lisez tout ce qui a existé autour de Gaulle? Oui, c'est une bonne question, oui. Et vous posez des questions sur des choses qui ont été dites et qui sont peut-être pas justes. Voilà. Mais comment ça se passe, ce travail? Pour De Gaulle, c'est un cas tout à fait particulier, parce que De Gaulle, c'est un personnage d'une certaine mythique, si vous voulez. Donc vous avez sans arrêt la légende qui se superpose à la perception qu'on peut avoir, un peu rationnelle qu'on peut avoir du personnage. Bien sûr. Et on ne peut pas, quand on écrit une biographie de De Gaulle, on ne peut pas faire complètement abstraction de la légende, parce qu'elle fait partie du personnage. Donc il y a une dialectique à trouver. Alors moi, quand j'ai écrit cette biographie, quand Gallimard m'a proposé de l'écrire, j'étais sidéré, parce que c'est vraiment le Graal, comme on dit. Et en réalité, il y a beaucoup de livres sur De Gaulle, mais les biographies de Gaulle, il y en a très peu. Il y a la biographie de Jean Lacouture. Oui. Il y avait celle de Paul-Marie de Lagorce, qui, sans l'accabler, depuis on a découvert que c'était un agent soviétique. Et donc, oui. Et ça se lit avec cette grille. Non, mais une fois qu'on sait ça, est-ce que du coup le livre se lit différemment? Oui. Parce que c'est drôle. Oui. Disons, c'est légèrement dévalorisé quand même. Je ne savais pas. Oui. Si, ça a été révélé par l'Express. Il était grassement payé par le KGB. Par le KGB, oui. C'était un peu visible, d'ailleurs, dans ses écrits. Et vous, on ne l'a pas trouvé encore? Non, on n'a pas encore trouvé. Peut-être que ça... Et depuis, il y a une biographie par un Anglais, Julian Jackson, et puis il y a ce que fait aussi mon ami Jean-Luc Barré, mais Jean-Luc Barré, c'est un peu différent, c'est plutôt aussi une biographie, mais enfin... Ce que disait Nicolas, c'est qu'on a beaucoup écrit sur le sujet, donc comment trouver des angles nouveaux? Moi, quand j'ai écrit ce livre, quand on m'a proposé ça, c'était à la fin des années 90, et je crois que c'était le bon moment, parce que c'était le moment où, en France et à l'étranger, toutes les archives, la plus grande partie des archives devenaient accessibles. Donc c'était vraiment une opportunité formidable. Donc j'ai fait ce que doivent faire les historiens, c'est-à-dire j'ai vu un certain nombre de témoins, mais il n'y en avait plus beaucoup, et puis j'avais été archi-interviewé. Donc ce qui était vraiment intéressant, c'était vraiment ces archives. Donc, et puis comme j'avais les moyens de mener cette enquête, Gallimard me l'avait donné,
Je suis allé un peu partout. J'ai passé un mois à Londres. J'ai passé pas mal de temps aux États-Unis. Combien de temps au total, ce travail d'enquête et de rédaction? C'est pas parce que ça s'est été... J'étais beaucoup plus journaliste à l'époque, alors j'avais pris un peu de retard. C'est pas un travail absolument continu, parce que j'imagine. Disons que la commande du livre, c'était en 97 et on l'a publié en 2002. Alors voilà, ça vous avez fait plusieurs choses entre-temps. Mais enfin, entre-temps, par exemple, si vous voulez, je suis allé en Allemagne et je suis même allé voir, par exemple, les archives israéliennes. Il n'y a pas tellement de gens qui vont... voilà, donc... c'est captivant à faire. Et en croisant tout ça, je crois que on pouvait avoir une vision différente du personnage. Mais la difficulté à laquelle je me suis heurté quand le livre est sorti, maintenant ça n'existe plus, cet obstacle, c'est qu'à l'époque, il y avait des gens qui étaient des survivants, qui avaient été des témoins, par exemple, de l'affaire de Dakar en 1940, bien sûr, qui avaient des souvenirs, qui avaient vécu aux côtés du général un certain nombre d'événements, et leurs souvenirs ne correspondaient pas forcément avec ce qu'on voyait dans les archives. Donc il y avait le risque d'être traité d'imposteur. Erreur de leur part ou mauvaise transmission des archives selon vous? C'est normal. Non, mais un témoin, en général, il a un champ d'action. Un angle. C'est un angle d'action. Fabrice Del Dongo à la bataille de Waterloo, qui ne voit pas la bataille. Voilà, il n'a pas la vue d'ensemble. Je vous coupe, Éric Roussel, mais c'est pour le général de Gaulle, donc c'est excusable. Voilà. Écoutons-le un instant. Je vais vous confier un secret que vous ne répéterez pas. Ce soir, ici, et tout le long de ma route, je me trouvais dans une atmosphère du même genre que celle de la libération. La France entière sait, voit, entend ce qui se passe ici. Et je puis vous dire qu'elle en vaudra mieux. Vive Montréal, vive le Québec, vive le Québec libre. Un grand moment de l'homme aussi un peu théâtral, qui était comme le général de Gaulle. Est-ce que vous connaissez, Éric, vous qui êtes un historien pointu, ce que je ne suis pas, cette légende qui sous-entend qu'en réalité, il dit « vive le Québec » et que c'est quelqu'un derrière qui lui souffle libre? Vous avez entendu parler de ça? Non, il y a simplement encore un mystère qui, à mon avis, n'est pas résolu. C'est que ce cri « vive le... » J'étais allé au Québec, j'ai fait une enquête, j'ai vu un certain nombre de gens qui étaient là. Ah, d'accord. Et notamment, je me souviens, le directeur de cabinet du maire Drapeau, qui était le maire de Montréal. Et il m'avait dit, alors c'était un francophone, normalement il aurait dû être ravi Et en réalité, ils étaient très ennuyés parce que ce cri « Vive le Québec libre », c'était le cri de ralliement d'un parti qui s'appelait le RIN. Indépendantiste dur. Oui, enfin, un peu terroriste même. Ah oui. Oui. Donc, on a su, il y a eu une enquête, maintenant on sait exactement ce qui s'est passé, il y avait des gens qui avaient été envoyés, plus ou moins par le Quai d'Orsay, pour préparer ce voyage, ils étaient un peu activistes, et ils étaient... Est-ce qu'ils ont fait passer au général cette information? Est-ce que De Gaulle a repris cette expression consciemment, ou est-ce que c'est un hasard? On n'a pas su, mais j'ai le souvenir que ce collaborateur du maire Drapeau, qui s'appelait André Pétry, oui, m'avait dit, en réalité, on était très gênés. Bien sûr. Parce que mais à l'époque, le général de Gaulle était très spontané, il l'a prouvé maintes fois, il y avait moins de communicants professionnels autour des hommes politiques que maintenant. Mais surtout, si je peux ajouter quelque chose, parce que c'est peut-être intéressant, notamment par rapport sur ce point particulier, ce que les archives montraient, c'est que c'était pas du tout un hasard. C'est un projet, mais nourri de longue date, on peut dire même pratiquement depuis la guerre. Mais je crois que la reine l'a assez mal pris, la reine d'Angleterre, donc souveraine du Canada, l'a assez mal pris. Et j'avais vu même les archives du Quai d'Orsay qui montraient que De Gaulle avait voulu un peu enfumer les Canadiens, puisqu'il y a le texte du discours qu'il n'a pas pu prononcer puisqu'il est rentré, dans lequel il disait le contraire, il disait « je lève mon verre au Canada tout entier ». Donc il avait voulu il a plusieurs fois dit quand même tout les endormir en quelque sorte.
pour réaliser Nicolas, je m'adresse à vous en tant qu'homme de médias et de communication. Vous avez entendu, comme moi, les quelques mots qui font tilt. L'homme politique fait comme une espèce d'acteur qui sait dire, vous entendez la clameur de la foule quand il parle de libération. Donc les hommes politiques sont des communicants aussi, c'est vital pour eux, et surtout de nos jours, non? Mais vous avez posé une question intéressante, mais De Gaulle, moi j'ai toujours vu comme un homme de théâtre quand même. Il y a aussi l'expression « je vous ai compris ». Oui, non, je vous ai compris, mais c'est quand même quelqu'un de... C'est comme ça qu'il est revenu. Il fait partie des hommes politiques quand même qui étaient très intuitifs et qui aimaient la foule. Et comment vous le jugez? Comme communicant, vous trouvez qu'il est bon? C'est un excellent, ça a été un des meilleurs communicants parce qu'il n'avait pas effectivement toute une équipe autour de lui. C'était quelqu'un d'intuitif. Mitterrand, dans son genre aussi, était quelqu'un qui avait oui. Messieurs, une autre archive, d'autres réactions, 2 personnes sur lesquelles vous avez écrit aussi, on entend un tout petit peu et l'autre après. Tout le monde la connaît, même ceux qui n'étaient pas nés comme vous ou à peine, Nicolas. Je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. C'est fini? D'accord. Bon, j'étais un peu pris au dépourvu, donc c'était un peu plus long, mais peu importe. C'est un ping-pong qu'on connaît, qui est célèbre. François Mitterrand dit quelque chose, je crois que c'est 74, le grand débat qui a marqué les esprits. Et cette fameuse phrase, Valéry Giscard d'Estaing, qui lui-même n'a pas été toujours un très bon communicant, là a réussi quelque chose qui a marqué visiblement. Une phrase importante. Oui. D'ailleurs, moi je l'ai beaucoup vu à la fin de sa vie, et il m'avait dit, c'est là que j'ai gagné l'élection. C'est intéressant, votre témoignage direct, il vous l'a dit. Ah oui, et il m'a dit ce que lui avait dit Mitterrand. Mitterrand lui a dit après, lui a dit, c'est là que vous avez gagné. C'est vrai? C'est incroyable d'apprendre ça. Donc Mitterrand en avait conscience. Oui, parce qu'il a été complètement... d'ailleurs, ça se voit visuellement, quand on voit le film, on voit que Mitterrand perd complètement ses moyens et est complètement déstabilisé. Oui. Mais est-ce que c'est pas, au fond, un peu navrant de se dire que le destin d'un pays, élection du magistrat suprême, se joue peut-être parfois à une phrase bien sentie ou pas, et à pas un programme, vraiment? Il y avait un programme, là, quand même. Oui, mais là, vous dites qu'eux-mêmes ont admis que la phrase est décisive. Oui, mais ça, c'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez? On peut pas... la vie, elle n'est pas... Heureusement. Vous connaissez le premier débat télévisé de l'histoire de la politique mondiale, c'est Kennedy-Nixon en 60. Et tout le monde, enfin, les gens qui s'intéressent à ça, vous le savez sûrement très bien, Eric, racontent que les gens qui écoutent le débat à la radio, à l'issue du débat, sont pour Nixon. Les gens qui ont vu à la télé sont pour Kennedy, parce que Kennedy est plus beau. Il est maquillé. Nixon n'a pas voulu être maquillé parce qu'il trouvait que ça faisait femmelette, donc il transpire, il n'est pas terrible, il a un costume pas très joli, et il est beau parleur, et le physique l'emporte. Et c'est le premier débat télévisé, c'est en 60, je crois. Donc ça compte, on le sait tous, le look compte, encore plus maintenant, peut-être trop. Vous suivez un peu la vie politique, Nicolas Neperdikov, ou vous êtes loin de ça? Je suis énormément la vie politique, mais je vous dirais qu'aujourd'hui, vous avez aussi maintenant toute une nouvelle génération qui existe par les réseaux sociaux. Oui, c'est donc c'est encore autre chose, c'est encore plus compliqué. Parce que les jeunes ne regardent pas beaucoup la télévision. D'ailleurs, vous regardez les derniers sondages qui sont sortis, on ne va pas les commenter ici, mais ils sont assez intéressants, puisque vous avez des personnages qui commencent à émerger, qui passent très peu à la télévision en réalité, et qu'on voit beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Donc là, on est à une transformation de la vie politique française qui est incroyable. Et internationale d'ailleurs, puisque Trump est passé aussi a existé aussi grâce aux réseaux sociaux et la télé-réalité. Je voudrais qu'on écoute un autre personnage qui est important pour vous, puisque c'est ce premier livre qui vous a fait connaître, vous en parliez, Georges Pompidou, dans un moment qui là, en revanche, me semble être, mais peut-être suis-je naïf, qui me semble être un moment de poésie et de pure émotion. On parle de l'affaire Gabriel Russier. Vous savez, vous vous souvenez de cette femme qui était amoureuse de son étudiant de 20 ans de moins qu'elle, et qui a fini par se suicider, se donner la mort, leur amour étant évidemment discrédité. On jetait l'opprobre sur eux. La malheureuse a perdu la vie. Et le président Pompidou, qui est un agrégé de lettres, qui est un homme de lettres, donc est interrogé sur ce sujet, et voici sa réponse très étonnante. Quant à ce que j'ai ressenti, comme beaucoup, eh bien, comprenne qui voudra, moi, mon remords, ce fut la victime raisonnable au regard d'enfants perdus, celle qui ressemble aux morts, qui sont morts pour être aimés. C'est de l'Éluard. C'est quand même assez merveilleux, un président de la République qui déclame une poésie en pleine conférence de presse. Non, c'est assez splendide. Oui. Et alors, en réalité, le poème d'Éluard s'appliquait aux femmes tondues de la Libération. En plus, personne ne l'a signalé. Alors là,
c'est sûr que c'était quelque chose qu'il avait préparé. C'est évident, ça lui est pas venu comme ça. Oui, c'est vrai. Il faut pas. C'est comme le monopole du cœur, d'ailleurs. Bien sûr. Il l'avait préparé également. Il l'avait préparé, puis il avait préparé. Il vous l'a dit jusqu'à l'instant. Vous l'avez dit, j'avais prévu cette phrase. Et puis il avait préparé aussi dans le cadre du débat. Il y a eu un moment où Giscard était parfaitement informé de la vie privée de Mitterrand. Il savait qu'il avait cette liaison. Ce que personne ne savait officiellement à l'époque. Et dans le cadre du débat, tout d'un coup, il a regardé Mitterrand, il lui dit « Prenons l'exemple d'une ville, Clermont-Ferrand, où l'on me connaît bien, où l'on vous connaît bien. » Et il a vu que Mitterrand était complètement déstabilisé. Précisons que Anne Pinjon, avec qui il avait cette double, habitait Clermont. Voilà. Et alors là, il l'a fait très clairement pour le déstabiliser. À la fois, c'est habile, ce n'est pas non plus très glorieux. Voilà, écoutez, c'est la tous les coups étaient permis. Hein. C'est vrai. Quand est-ce que vous estimez, Éric, que vous avez terminé un ouvrage? Parce que c'est sans fin, J'ai également 2 questions là encore, je vous embête chaque fois un peu. Quand est-ce que vous considérez c'est terminé? Et est-ce que vous pensez que si demain je lis votre ouvrage sur De Gaulle, sur lequel il a été tellement écrit de choses, est-ce que vous pensez quelque chose de complètement nouveau? Complètement Même nouveau. si c'est une anecdote, mais quelque chose... Oui, ça dépend ce que vous entendez par complètement nouveau. C'est-à-dire, tous les jours, on peut apporter du nouveau sur De Gaulle. On trouve des lettres inédites de De Gaulle, je dis peut-être pas tous les jours, mais enfin très, très souvent. Je pense que sur les marges, comme on dit, on peut arriver à trouver... je pense que quand même, si vous voulez, le profil général quand même du personnage, je ne crois pas qu'il évoluera énormément. Je crois qu'il n'y a plus beaucoup de mystère dans le... Si, il y a cette journée, par exemple, du 30 mai 68, quand il a disparu à Baden-Baden. Là, il y a une... Et d'ailleurs, ça me tenterait d'écrire quelque chose là-dessus. D'un peu romanesque. Oui, parce que c'est ça qui est assez... Peut-être a-t-il eu un moment de découragement, mais là où on voit que De Gaulle est un grand homme, c'est que même s'il a eu ce moment de découragement, et s'il a été tenté peut-être de faire un faux pas qui aurait pu être très fatal, il s'est repris en très peu de temps et il a fait, de retour à Paris, un discours formidable qui a achevé de retourner la situation. Et c'est là où on voit que c'est un grand homme. Il est très fort en plus. Ouais. Je sais, et ça c'est une preuve de votre volonté de creuser avec objectivité les choses. En regardant votre bibliographie, j'ai réalisé, je n'avais pas fait attention, que vous avez écrit sur Benoît Méchain. Je crois que d'ailleurs vous allez en parler sur l'antenne dans quelques semaines ici. Benoît Méchain, personnage plus que controversé, collaborateur notoire, condamné à mort à la Libération, puis gracié plus tard. Donc Benoît Méchain, une sorte d'antéchrist pour certains. Mais vous avez aussi écrit sur Pierre Brossolette, le héros lumineux qui se suicide plutôt que de parler. Ce sont les deux extrémités. Donc vous avez fait ça. Oui, Brossolette, je l'ai fait parce que c'est un personnage qui m'a toujours vraiment intéressé par son courage, sa valeur intellectuelle. Et puis il se trouve là que quand j'ai écrit ce livre, le fils de Pierre Brossolette, Claude Pierre Brossolette, qui avait été d'ailleurs le proche collaborateur du président Giscard d'Estaing, avait lu ce livre, je le connaissais un petit peu, et puis on s'est vus. Et puis là, honnêtement, c'est lui qui m'a dit non, parce qu'il avait été très sensible à ce que j'avais écrit sur son père dans le livre sur De Gaulle. Je vous coupe à l'instant, on reparlera de Brossolette tout de suite, c'est un personnage important et intéressant. Je vous propose, chers amis, d'écouter maintenant Radio Courtoisie. Vous êtes des habitués, vous savez comment ça fonctionne ne fonctionne que grâce à vous. Donc nous allons écouter ensemble religieusement un petit bobino, terme désuet mais qui est encore en valeur ici, qui vous parle de ce que nous attendons de vous, amis auditeurs. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Je ne pensais pas que c'était si court, les amis, le bobino de Radio Courtoisie, pardonnez-moi. Avant de reprendre la discussion avec Nicolas Pernicoff. On parlait de Pierre Brossolette. Et de Pierre Brossolette et des résistants et des ouvrages tous azimuts d'Éric Roussel, historien, biographe. Nicolas Pernicoff est avec nous, ancien directeur des programmes de divertissement et de flux de France Télévisions. Avant de reprendre un peu de musique, pourquoi, mes amis, pourquoi ce morceau-là? Qu'est-ce que l'année 69 évoque par rapport à Pompidou?
69, c'est son élection à la présidence. Voilà, 69, ça vous parle, Nicolas ? C'est mon année de naissance. Voilà, vous avez vu comme je pense à vous ? C'est bien. Voici un morceau de 1969, c'est le James Bond très étonnant, où ne joue ni Roger Moore ni Sean Connery, c'est entre les deux, on l'a complètement oublié. Un acteur australien qui s'appelle George Lazenby, c'est un des James Bond. Le film est assez médiocre, la musique est la plus belle de tous les James Bond, c'est Louis Armstrong et sa voix inimitable. Ça s'appelle We Have All the Time in the World et c'est de 69, mes amis. Louis Armstrong, We Have All the Time in the World, c'est la bande originale du film de 69, Au service secret de Sa Majesté, un James Bond oublié avec l'Australien George Lazenby. Éric Roussel avec nous, historien biographe, et Nicolas Pernikov, homme de médias, ex-directeur de programme de flux de France Télévisions. Pour presque finir c'est trop tard, parce que nous on n'a pas All the Time in the World, on est limité à 1h30. Est-ce qu'Éric Roussel, pardon d'être schématique, volontairement manichéen, brièvement, vous avez écrit sur Benoît Méchain et sur Pierre Brossolette. Est-ce que Benoît Méchain, c'est le mal, et Brossolette, c'est le bien, ou est-ce que c'est plus nuancé ? C'est-à-dire, oui, enfin, on peut pas... moi, c'est évident que je n'ai pas écrit ce livre sur Benoît Méchain pour exalter son itinéraire. Non, ça m'a intéressé, parce que d'abord, je l'ai connu, et puis c'était un peu... Non, ce qui m'a intéressé dans son cas, mon livre, on pourrait le définir en disant que c'est une enquête autour d'un mystère, c'est-à-dire le mystère de cet homme qui était extrêmement doué, extrêmement intelligent, extrêmement talentueux, dans tous les domaines d'ailleurs, parce que c'était un musicien aussi, et qui, de façon inexplicable, enfin étonnante en tout cas, adopte des positions manifestement absurdes, parce que quand il a cessé tout au long de la guerre, il a été, je crois, le plus collaborateur des collaborateurs, puisqu'il voulait même déclarer la guerre à l'Angleterre, y compris au printemps 44, après le débarquement. Et puis ensuite, dans la seconde partie de sa vie, après un retournement étonnant, puisqu'il devient, dans sa prison, un spécialiste du monde arabe, assez reconnu, et ça l'amène d'ailleurs à jouer même un rôle un peu paradiplomatique. Mais là encore, on retrouve ce qui à mon avis est une erreur, oui. C'est l'espèce de fascination pour l'homme fort qui va l'attirer, par exemple, du côté de Kadhafi. Il manquera de peu d'être la géographe de Kadhafi. Un parcours étrange, mais... Donc c'est ça qui m'a intéressé. Et de la part d'un homme qui avait ses défauts, mais qui était un homme intègre. On n'a pas pu lui reprocher d'être vénal. Non, c'est un cas de... Mais qui échappe finalement à la sanction suprême, alors que Brasillac, par exemple, qui est allé moins loin dans l'engagement. Je peux vous dire pourquoi il échappe à la... allez-y, c'est passionnant. Oui, ça c'est... Il échappe il obtient la grâce du président de la République. D'abord, il est jugé en 1947, donc les passions sont un petit peu retombées. Et puis surtout, il a eu la chance, si on peut dire, en 1941, de faire un voyage à Berlin avec le futur maréchal Juin, qui n'avait pas encore tourné Casaque, qui n'était pas encore passé de l'autre côté. Et ils avaient été reçus tous les deux par Göring. Et devant Göring, Juin avait dit « Je ne verrai pas d'inconvénient à combattre sous les ordres du général Rommel, car c'est un grand soldat. » Ça avait été acté, il y avait un mémorandum qui avait été écrit, qu'on a retrouvé à la Libération. Et là, Benoît Méchain, évidemment, s'est dit qu'il avait une carte maîtresse. Parce qu'entre-temps... une sorte de blanc-seing. Entre-temps, Juin avait fait une carrière, il était devenu le vainqueur du Carigliano, comme on sait. Il allait être nommé le premier maréchal de France. Il venait d'être nommé résident général au Maroc. Enfin, c'était un personnage, c'était un héros national. Et donc, les avocats de Benoît Méchain ont fait valoir au président de la République que s'il n'allait pas dans le bon sens, il y aurait peut-être des révélations sur ce voyage fâcheux. Et Juin lui-même a compris, puisqu'il a envoyé une lettre au président de la République qui a été décisive, que j'ai publiée, pas dans mon livre, mais des souvenirs de Benoît Méchain, dans lequel c'est un faux témoignage caractérisé, puisqu'il dit j'ai été amené à participer, comme M. Benoît Méchain, à ce voyage, et je peux certifier qu'il s'est comporté toujours comme un bon Français, comme moi-même d'ailleurs, etc. Étonnant. Et c'est ça, cette espèce de chantage. Et même, il y a eu une intervention, semble-t-il, du général de Gaulle. Le général de Gaulle, qui n'était plus au pouvoir, a fait savoir aux avocats de Benoît Méchain, par son gendre, Alain de Boissieu, qu'il apprécierait, qu'il souhaitait qu'on n'évoque pas cette affaire, et il s'engageait plus ou moins à faire pression sur le président de la République. On ne peut pas se réjouir de l'exécution d'un homme, c'est bien évidemment. Quoi qu'il en soit, j'étais un peu étonné que Benoît Méchain, qui a été un homme du gouvernement actif, Vous avez raison, ne subisse pas ce que Brasillac, simple écrivain, a subi.
Bien sûr. Alors, il faut dire que Benoît Méchain n'a jamais écrit ce qu'a écrit Brasillac. Parce que Brasillac oui, mais il était un homme d'action. Oui, Brasillac, bien sûr, il est allé beaucoup plus loin. Mais par exemple, l'antisémitisme de Benoît Méchain, qui est délirant. évident, mais qui n'est jamais, pratiquement jamais exprimé, enfin, ou très rarement, ou d'une façon... donc c'est pas du tout la même chose que Brasillac qui s'exposait. Il avait écrit des articles quand même qui étaient très problématiques. Donc les biographies d'Éric Roussel, auxquelles je vous suggère de vous référer, donc qui abordent des personnages lumineux, d'autres qui le sont moins, avec des faces un peu obscures, mais c'est toujours intéressant de creuser et de comprendre. Restez avec nous, Éric. Je me retourne vers Nicolas Pernikov, qui écoutait avec intérêt. Ça me fait plaisir de vous voir suivre ses propos. On pourrait écouter pendant des heures et des heures. Hein. Il est très bien. C'est compliqué. Non, mais c'est un peu compliqué. Mais... Dites-moi, vous par exemple, puisque tout à l'heure, Éric racontait que c'était un peu le but de sa vie, vous, jeune adolescent, vous avez toujours voulu faire ça, être dans les médias, faire de la communication, être dans l'instantanéité, le moment, le mouvement. C'est ça que vous voulez faire. Moi, je suis tombé amoureux de la radio à l'âge de 10-11 ans, les radios locales. Et puis à l'époque, j'ai fait toutes les radios locales à peu près 78. Et j'ai terminé sur Radio Nostalgie, où on m'a donné, à l'époque, c'était Yves Maillet, qui était directeur des programmes, qui m'avait donné le 6-9, qui est quand même un horaire stratégique, une très belle tranche, et je me suis endormi au bout du 5e jour à l'antenne. Non, c'est vrai. Ouais. Endormi à l'antenne. Tout le monde a frappé pour que j'ouvre la porte, et au bout d'1 heure, je me suis réveillé, et j'ai arrêté de faire le 6-9. Votre carrière s'est arrêtée là. Exactement, mais c'est un signe, puisque j'ai continué, puis j'ai changé, je suis resté dans la radio, j'ai un peu changé de secteur puisque j'ai dirigé la promotion, la communication du groupe Énergie à l'âge de 18 ans, auprès de Max Godini et Jean-Paul Baudecroux, où je suis resté 8 ans et j'ai toujours été toujours dans les médias en réalité. Je voudrais qu'on parle de votre job à France Télévisions qui est le plus marquant pour le public. Pardonnez-moi d'être un peu béotien ou de jouer les béotiens. Directeur des programmes de flux, qu'est-ce que ça veut dire en français normal ? Directeur des programmes de flux, c'est vous gérez ce qu'on appelle le flux, ce sont tout ce qui est grand public et populaire, on va dire. C'est-à-dire que ça va des émissions de divertissement comme le Cabaret, où à l'époque on avait lancé avec Patrice Duhamel et Patrick de Carolis Tenue de soirée avec Michel Drucker, donc les grands primes, événementiels ou musicaux. Et de l'autre côté, les jeux, comme N'oubliez pas les paroles, Touche pas à mon poste, qu'on avait lancé sur France 4, ou les émissions de Delarue, les magazines de Jean-Luc Delarue, qui avez lancé ou ces programmes-là. Alors, j'ai pas lancé tous les programmes, j'ai lancé N'oubliez pas les paroles, par exemple. Ah bah tenez, écoutez ça. N'oubliez pas les paroles, qui est toujours à l'antenne, qui est un succès. Comment faites-vous, vous, donc responsable programme, on vous propose un projet, il y a un aspect pari, on ne peut pas savoir le succès. Quels sont vos critères à l'époque pour choisir tel ou tel programme ? Alors moi j'ai eu une chance, c'est que je suis arrivé avec Patrick de Carolis à France Télévisions. J'avais un peu travaillé avec lui sur son programme, puisqu'il est arrivé à France Télévisions. Vous savez qu'à France Télévisions, au début, c'est Patrice Duhamel qui devait se présenter à la présidence de France Télévisions. Et ils ont inversé le ticket, et Patrick de Carolis donc, s'est présenté à la présidence de France Télévisions en binôme avec Patrice Duhamel. Il y avait une ligne éditoriale qui avait été définie entre Patrick de Carolis et Patrice Duhamel, et quand Patrick m'a demandé de venir, je ne connaissais pas les codes du service public, donc je suis arrivé un peu comme un mammouth dans la maison. Ils sont très différents ? Ah ben c'est assez particulier parce que, en fait, vous avez beaucoup de gens qui sont là depuis très longtemps, depuis 10, 15 ou 20 ans, qui voient passer les présidents tous les 5 ans. Et puis vous arrivez, vous avez plein d'idées. Moi, j'étais un peu naïf. Je suis arrivé en disant, très bien, je vais rencontrer les gens qui veulent me voir. Donc les gens venaient me voir. Quand j'ai découvert, parce que je faisais beaucoup de veille, et j'allais regarder un peu les formats qui marchaient à l'étranger, et un jour, je découvre Don't Forget the Lyrics. Donc, n'oubliez pas les paroles. Je crois que c'était en Angleterre. Et je commence à rencontrer les ayants droit qui viennent me voir au bureau, et à l'époque TF1 développait le format concurrent qui était Singing Bee avec Alexia Laroche-Joubert. Donc j'avais une double problématique. D'abord, je devais arriver absolument avant TF1 parce que sinon copier TF1 pour le service public c'était un petit peu compliqué. Ouais. J'avais Patrice Duhamel avec qui j'échangeais forcément sur N'oubliez pas les paroles, qui me disait oui mais Nicolas, vous vous rendez pas compte, gagner 100 000 € sur un jeu comme ça, juste sur de la culture musicale, c'est un peu compliqué. Le candidat vainqueur a gagné 100 000 €, enfin 10 000 € par 10 000 €, c'était énorme pour le service public. Nous on en était encore
au dictionnaire sur Question pour un champion. C'est ça. Donc j'en ai pas mal parlé avec Patrice à l'époque, qui m'a dit, bon écoutez, vous gérez la communication, vous gérez tout ça, parce que franchement, et je lui dis, mais je sais comment je lui ai vendu, je lui ai dit, mais vous savez, c'est le patrimoine de la musique française, c'est extraordinaire, les gens vont chanter des chansons françaises. Il a rigolé, mais il a accepté qu'on lance ce jeu, et comme il fallait être à l'antenne très rapidement, j'ai dû choisir un animateur, puisque mon idée de départ, en fait, c'était de récupérer pour la première fois le format sur France Télévisions et créer une filiale de jeu à France Télévisions, puisque ça évite de donner l'argent aux producteurs extérieurs, donc vous gardez l'argent en interne. Parce que bien que service public, Nicolas, bien que service public, il y a quand même des enjeux commerciaux aussi. Bien sûr, surtout à ce carrefour stratégique, sachant en plus que quand nous sommes arrivés avec Patrice et Patrick, le 17h, 20h de France Télévisions, c'était de la rediffusion de séries allemandes. Vous aviez Derrick, vous aviez plein de... qui faisaient entre 5 et 6% d'audience. Donc vous pensez bien que la stratégie, c'était le début d'après-midi, et puis surtout l'access et le pré-access, ce qu'on a travaillé très très vite, et en 6 ou 8 mois de temps, n'oubliez pas les paroles, il a commencé à faire 12-14% d'audience, ça a été, et a trouvé son succès très rapidement. Donc on sait bien que France Télévisions ne fonctionne pas de la même manière avec les annonceurs que les chaînes privées, mais est-ce que le succès pour vous, la joie du dirigeant d'entreprise que vous êtes à ce moment-là, c'est de dire c'est un vaste public qu'on a réussi à fédérer, ou bien c'est de l'argent qui rentre dans les caisses de France Télé quand même? Non, mais il y a deux choses. C'est que, vous savez, je compare toujours ça à M6. M6, à un moment donné, qui est né sur un autre modèle beaucoup plus moderne, qui est la diversification. Ils ont gagné de l'argent avec la diversification. À un moment donné, M6 avait juste 2 rendez-vous importants qui étaient Capital et Zone Interdite, les rendez-vous du dimanche. Et puis à un moment donné, c'est descendu. Et puis la direction d'M6, Taverneau, a décidé de commencer à lancer des nouveaux formats. Donc il est arrivé Incroyable Talent, L'amour est dans le pré, machin. Et en fait, c'est comme elle est à la recherche de la nouvelle star. À un moment donné, il a capté une nouvelle audience. La semaine, qui a commencé à découvrir ces rendez-vous du week-end qui étaient Zone Interdite et Capital, et ces rendez-vous tout doucement ont commencé à remonter l'audience de la chaîne, et donc l'audience générale de la chaîne sur la semaine a commencé à remonter, et donc du coup derrière la diversification, la publicité, les produits dérivés, tout fonctionne avec. France Télévisions devait donner rendez-vous à nouveau à des téléspectateurs sur des créneaux horaires qu'ils ne connaissaient plus, qu'ils n'avaient plus l'habitude j'emploie des mots exactement, de fréquenter. Le samedi soir, c'était pareil. Le samedi soir, on a lancé énormément d'événements, le Soldat Rose, Tous pour la musique avec France Gall, avec de la variété fiction. On a essayé de lancer de nouvelles écritures. Pourquoi ? Parce que les gens étaient habitués au rendez-vous tous les 3 semaines, le grand cabaret, machin, mais qui commençait à descendre. Ça a permis de relancer l'audience du week-end. Et puis après la semaine, il y a eu moi et d'autres qui ont lancé des émissions, Patricia Boutina-Ruel, qui ont fait que les téléspectateurs sont revenus sur les chaînes du service public. Je pose à Éric Roussel la question... la même que celle que je vous posais tout à l'heure, à savoir, c'est un autre monde pour vous. Vous êtes dans le passé, plongé dans les biographies, l'histoire, et là, Nicolas Pernikov, c'est l'homme du présent. J'ai fait des films aussi. J'entends bien, mais les programmes de flux, les jeux, ça n'est pas votre univers. C'est une autre logique. C'est du chinois pour vous? Vos oreilles sont fermées à ça? Non, c'est pas du... Enfin, oui, il y a un degré de technicité que je ne maîtrise pas, ça c'est sûr. Mais... Vous avez employé le mot patrimoine, Nicolas Pernikov, vous me l'avez ôté de la bouche, parce que le patrimoine français, c'est vrai qu'on peut dire que c'est la mission du service public de le mettre en avant, et il l'a fait à une époque, et il le fait toujours avec cette émission-là. Voilà, c'est le générique de la carte au trésor. J'en parle très brièvement, ce n'est pas du narcissisme, car j'ai eu la chance de l'animer pendant une saison. C'est ce que j'allais vous dire. Je suis quand même venu vous chercher en 2008 pour animer la carte au trésor, mon cher Marc, et que vous avez animé avec succès. Et d'ailleurs, tellement de succès que ça a duré une seule année. C'est encore une autre histoire. Glissons. Mais ce n'est pas à cause de vous, c'était à cause de moi, vous savez. Oh, Nicolas, vous êtes trop bon. Mais la question n'est pas là. Je ne voulais pas mettre la lumière là-dessus pour des raisons narcissiques, mais c'est parce que c'est une émission très particulière du service public qui a disparu et qui est revenue, ce que je trouve une excellente nouvelle. Je me souviens avoir discuté avec des producteurs étrangers qui voulaient adapter cette émission, et enfin, ils se sont aperçus qu'ils ne pouvaient pas, car leur pays ne présentait pas autant de diversité montrable. L'émission est chère. Et ils ne pouvaient pas, même si les pays sont beaux, ils sont souvent un peu uniformes, et autant de variétés en France, 150 émissions n'en voyant jamais 2 fois la même chose, ça n'est possible nulle part ailleurs en Europe. Donc l'émission n'a jamais été déclinée. Elle est très française, et c'est formidable qu'elle existe toujours, non ? Et vous, c'était la première fois que vous faisiez une émission hors plateau ?
de mémoire. Je Donc, ne sais plus. c'est plutôt à vous qu'il faut poser la question. Est-ce que vous avez aimé animer cette Oui, émission? bien sûr, mais j'ai adoré ça, l'hélicoptère au-dessus de Chambord. Ne serait-ce que ça, une fois dans une vie, l'hélicoptère au-dessus de Chambord ou de Chenonceau, Éric Roussel. Vous êtes historien, mais moi, j'ai vu Chenonceau en hélicoptère, monsieur. Et je peux vous dire que c'était magnifique. Mais je suis très content que ça existe encore. Et bon, l'émission existait avant vous, bien sûr, mais vous l'avez fait perdurer. Et c'est une réussite, c'est bien. Ça, c'est le service public, vraiment, non? Bien sûr. Et d'autres émissions? Comme par exemple? Il y a Secret d'Histoire. Vous connaissez Secret d'Histoire? Oui. Ça m'intéresse. Bien sûr. Vous êtes un spécialiste. Certains trouvent que c'est trop vulgarisateur. Non, il m'est arrivé d'ailleurs d'y participer, peut-être 2 ou 3 fois. Mais c'est le rôle du service public aussi de rendre accessible l'histoire au plus grand nombre. Donc je trouve ça. Moi, je trouve ça très bien, au contraire. Autrefois, il y avait Alain Decaux. Alain Decaux faisait ça très bien. Il a été un petit peu remplacé par ce que fait Stéphane Bern. Non, il faut avec plus de moyens. Non. Oui, il faut des passeurs comme ça. Je pense qu'au contraire, qu'il n'y en a pas assez, je pense. Le mot mission est adapté, non? C'est une mission. Le service public doit faire ça. Vous pensez comme ça, Nicolas? Le service public doit le faire, et il y a une attente du public que pendant très longtemps, les dirigeants de France Télévisions n'ont pas osé faire, et Patrick et Patrice ont osé faire des choses qui n'avaient pas été tentées avant. Vous aviez le rendez-vous ce soir ou jamais, par exemple, de Tadei, qui était un rendez-vous quotidien sur France 3, qui était une des rares émissions de débat. Moi, j'ai pu lancer La Science en prime time le samedi soir avec Jamie Gourmaud, en vulgarisant la science, mais qui a fait des scores incroyables. Mais c'est le rôle du service public. Il faut justement redonner... Vous savez, les gens disent qu'il y a plus de téléspectateurs devant les chaînes de télévision, mais c'est complètement faux. Il faut juste aujourd'hui proposer quelque chose de différent. Il faut surprendre le public. Et je pense que ces émissions y répondent. Éric Roussel. Mais il y a eu autrefois des émissions formidables. Pardon, je pense à toute la série de Georges Duby sur les cathédrales. J'ai vu ça récément, mais c'était quelque chose de formidable. Aujourd'hui, on n'a pas l'impression qu'on pourrait faire le même genre d'émissions, enfin des émissions très très haut de gamme. Vous n'êtes plus, pardon Éric Roussel, pardonnez-moi. Oui. Vous n'êtes plus Nicolas Pernicoff, un dirigeant de France Télévisions. Vous l'avez été. Je ne veux pas vous impliquer dans une polémique complexe, mais vous savez que le service public est actuellement un peu sous la cible, notamment une dérive financière qui semble énorme. Vous voulez donner un avis là-dessus ou... Non, mais je ne vais pas donner mon avis, mais de toute façon, la problématique du service public, c'est que tout le monde se mêle du service public. Et nous-mêmes, d'ailleurs, quand moi j'ai été 6 ans auprès de Patrick et Patrice, il y avait 2 choses dans mon job. C'était essayer de créer et de surprendre le public et gérer la crise permanente. Pourquoi la crise permanente? Et parce que les gens ont l'impression que le service public leur appartient. Donc tout le monde a un avis sur le service public, mais c'est très compliqué. Le service public, c'est compliqué. Vous êtes souvent dans des entre-deux tours politiques. Donc vous avez très, très souvent été nommé, pourquoi pas par la gauche, avec une cohabitation qui arrive au milieu ou un changement de gouvernement. Donc c'est très compliqué. Tout le monde donne son avis sur le service public. Après, concernant la polémique actuelle, moi je vais pas m'en mêler parce que d'abord elle me regarde pas, j'ai fait partie du service public, j'ai un devoir de réserve. Je comprends. Et puis après, je pense que vous savez, il y a eu la polémique à l'époque de Nicolas Sarkozy qui était venu à France Télévisions en disant cette maison n'est pas tenue. Il avait hurlé lors de sa venue, je crois, au journal télé ou sur une émission de débat. Donc il y a toujours eu des polémiques à France Télévisions. Et puis attention, Delphine Ernotte, c'est quand même, je crois, le record de présidence, puisqu'elle est reconduite pour un 3e mandat. Donc c'est quand même exceptionnel aussi. Après, je pense qu'elle est très en première ligne. Si je peux juste donner un avis. Bien sûr. Lorsque nous étions avec Patrick et Patrice, ils demandaient vraiment à ce qu'on prenne la parole sur les différentes thématiques d'unité. Donc moi, je prenais beaucoup la parole sur les plateaux télé pour défendre le bilan et le bilan aussi du service public. Très souvent, ce qu'on voit depuis que Delphine Ernotte est présidente du service public, c'est souvent elle qui monte au créneau. Je vois peu de gens autour d'elle qui montent au créneau et je pense que c'est dur d'être toujours en première ligne. Elle est très controversée maintenant, peut-être de ce fait, je ne sais pas. Mais je ne sais pas. En tout cas, le service public doit, en un mot, il doit continuer à exister. Certains veulent le supprimer. Et bien sûr qu'il doit continuer à exister. Oui, vous pensez ça tous les deux? Oui, parce que je pense que s'il y avait simplement une logique purement commerciale, on n'arriverait plus à faire un certain nombre d'émissions de qualité, ça c'est sûr. Vous savez que c'est dans le programme de plusieurs partis politiques de supprimer le service public. Donc vous n'êtes pas favorable à ça. Je pense que c'est une mauvaise idée. Très bien. Je voudrais qu'on écoute Alors là, sur Radio Courtoisie, je m'étonne moi-même, mais nous pouvons faire des choses assez surprenantes. On va écouter le générique d'une émission qui vous concerne particulièrement. Je demande au public qui nous écoute habituellement de masquer sa surprise. Voici en effet sur Radio Courtoisie le générique de Touche pas à mon poste. Voilà, une version un peu surprenante, mais peu nous chaud.
Nicolas Pernikov, vous êtes en quelque sorte l'apprenti sorcier. Car c'est vous, Nicolas Pernikov, c'est vous qui avez lancé ce programme, certes extrêmement populaire, mais aussi controversé. Vous l'avez lancé à l'époque sur France 4. Il est devenu différent de ce qui se passait au début, très différent. Alors au début sur France 4, c'était plutôt effectivement autour des médias, avec un petit, de temps en temps on parlait aussi des sujets de société, puisque vous êtes obligé, lorsque vous parlez d'émissions ou d'autres choses, de parler un peu de sujets de société, et puis tout doucement il a évolué vers autre chose, mais ça ne me dérange pas, puisqu'il a un succès, vous avez vu son succès, il est revenu là maintenant sur W9, et tout le monde avait parié que le changement de chaîne et le changement de ligne éditoriale pouvait lui coûter. Ce n'est pas le cas, puisqu'il a retrouvé son audience autour de 1,5 million, 2 millions de téléspectateurs quotidiens. Mais là, vous dites une chose intéressante, et ce n'est pas une critique. Vous dites, ça ne me dérange pas puisque le succès est là. Est-ce que le succès est le seul critère ? Mais, attendez, il y a deux choses. D'abord, si vous n'avez pas envie de regarder quelqu'un, vous avez aujourd'hui un panel de chaînes, vous changez de chaîne. C'est la première chose que j'ai envie de vous dire. Après, aujourd'hui, c'est ce que je vous disais avec les réseaux sociaux, et la force de Cyril Hanouna, c'est qu'il est né par les réseaux sociaux. Hein. Vous savez, aujourd'hui, en fait... il parle sur les réseaux sociaux quotidiennement et donne rendez-vous à ses téléspectateurs et il fidélise via la télévision, hein, qui est devenu le deuxième média, qui est un média de fidélisation. Donc sa force, c'est qu'il est né par les réseaux sociaux. Il a un nombre de followers incroyable. Mais aujourd'hui, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas le contenu, alors si vous n'aimez pas le contenu, vous regardez autre chose. Hein. Il y a Quotidien, il y a C'est à vous, il y a plein d'émissions de télé. Au moins, il y a une chose, c'est qu'il y a du débat. Alors après, il y a des gens qui vont dire oui, mais ça vole pas haut, machin. Mais au moins, il y a du débat. C'est-à-dire, ils parlent librement de sujets. Et derrière, vous avez des gens qui sont sur le plateau qui peuvent répondre à la controverse ou qui peuvent, à un moment donné, challenger les chroniqueurs qui sont sur le plateau. Donc moi, ça ne me dérange pas. Et je trouve que c'est un peu ce qui manque aujourd'hui, aussi à cause des réseaux sociaux. C'est cette culture, je vous disais, du pour ou du contre. Aujourd'hui, on est pour quelque chose ou contre. Vous avez bien vu, on est contre. C'est la manif. On est pour, tout va bien, on n'en parle pas. Et il faudrait quand même qu'il y ait un peu plus de débat, de nuances, ne serait-ce pour combattre l'ignorance. Bien sûr. Vous aviez avant énormément je vous parlais tout à l'heure de droit de réponse, de Frédéric Tadei, qu'on a mis en place, qui a été mis à l'antenne par Patrice Duhamel et Patrick Carolis. Je veux dire, moi, je serais plus rassuré aujourd'hui qu'on puisse avoir deux personnes qui ne s'aiment pas, Dieudonné et une autre personne, et que les gens comprennent par ce débat ce qu'il en est de la situation, qu'aujourd'hui se cacher derrière des réseaux sociaux ou d'être uniquement dans la culture du pour ou contre, qui moi me dérange et qui me fait très peur aujourd'hui. Parce qu'on le voit bien dans la réaction des gens. Et puis après, les gens ont tapé pendant des années sur la télévision et sur vous savez, sur les fameux moins de 12 ans, moins de 15 ans, moins de 18 ans. Aujourd'hui, vous avez quand même toute une génération qui est sur Netflix et qui a accès, je dirais, au pire avec les séries. C'est-à-dire vous avez la prostitution, la drogue et les armes, et qui sont en train de banaliser des choses sur lesquelles on s'est battu il y a 30 ou 40 ans, et par n'importe qui, et on se retrouve aujourd'hui complètement dépourvu face à ce qu'on subit. Donc il y a un moment donné, il va falloir réfléchir et prendre des décisions. C'est-à-dire que c'est bien de vouloir remettre l'autorité, mais l'autorité, il faut la remettre un peu partout. Je pense que ça va être important d'en parler à court terme. Merci Nicolas, mais on se revoit. Mais Éric Roussel, est-ce que, pardonnez-moi de faire la psychologie de bazar, mais est-ce que le fait de vous plonger sans cesse dans l'histoire et dans le passé vous évite d'être confronté au chaos du monde actuel dans lequel nous vivons ? Pas du tout. Pas du tout, non, au contraire, je m'y intéresse. C'est pas une fuite, donc ? Pas du tout, non. Est-ce que vous retrouvez des similitudes ? Est-ce que vous voyez des choses oui. Lesquelles, par exemple ? Quand on étudie la période... avant la guerre, enfin l'immédiate avant-guerre. Les années 30, on en parle toujours. C'est vrai. Ça vous semble ressembler à ce que nous vivons. Oui. Et puis aussi, à la fois sur le plan intérieur et puis sur le plan international aussi. On voit bien qu'il y a quand même des menaces qui se précisent tous les jours. Donc l'histoire ne se répète jamais exactement de la même façon. Mais il y a des... Oui, il y a certaines constantes. Vous vous souvenez qu'il y a quelques années, il y avait eu cette théorie, cette vision des choses qui disait c'est la fin de l'histoire. Huntington, etc. Oui. Et en fin de compte, non. L'histoire ne s'arrête pas. Y compris dans les drames qu'on pensait, nous, Européens, avoir évité. Non, l'histoire ne s'arrête pas. On a dit ça quand l'Union soviétique s'est écroulée, d'une façon inopinée. Et d'ailleurs, c'est ça qui explique, à mon avis, tout ce qui se passe. Moi, j'ai une théorie là-dessus. Il se trouve que j'avais eu la chance, quand j'ai écrit ma biographie de Mitterrand,
J'ai pu rencontrer Gorbatchev pendant 2 heures. Donc ça, Formidable. Oui. Et je lui avais demandé, je lui ai dit, mais est-ce que vraiment la guerre des étoiles est-ce que c'est ça qui vous a mis par terre? Il m'avait dit oui, c'est ça, on n'a pas pu, même si c'était virtuel, évidemment. Le programme de Reagan. Oui, il m'a dit, c'est ça qui a... Donc, on comprend assez bien ce qui s'est passé, c'est-à-dire que cet empire qui paraissait quand même voué à, peut-être pas l'éternité, mais enfin à durer un certain temps, c'est ce qui s'est passé de l'autre côté de l'Atlantique, c'est-à-dire ce libéralisme très, très affirmé, disons, qui était autour de Reagan, qui a eu raison de l'Union soviétique. Et ça a provoqué cet écroulement très, très rapide, et que personne, finalement, n'avait complètement prévu. Yann Karadonkos avait prévu, mais dans un autre cadre. Et donc, ça a suscité une sorte d'effet de sidération. Et ces gens qui étaient de l'autre côté de l'Atlantique, autour de Reagan, tous ces artisans, théoriciens du libéralisme, à mon avis, n'avaient pas les codes pour imaginer la suite. Je pense là, il y a eu une erreur, et qu'au lieu de se jeter sur l'ex-Union soviétique comme on l'a fait, en essayant de la piller, on aurait dû lui appliquer une sorte de... Ce qu'il aurait fallu faire, enfin c'est prétentieux de ma part de dire ça, parce que je ne suis pas du tout aux manettes, mais je pense que l'idée, par exemple, de ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale, le plan Marshall, est quand même une idée formidable. Mais que certains ont trouvé une manière de coloniser l'Europe, certains à l'époque. Il y a eu une contrepartie, oui, mais enfin, globalement, ça a quand même permis on oublie. Ça, c'est une chose aussi qui est très difficile à faire comprendre aux gens. À quel point les gens croient que la guerre froide, ça s'est arrêté comme ça, que l'Union soviétique s'est arrêtée toute seule. Ben non, il a fallu faire la preuve. Bien sûr, ça a duré 44 ans. Voilà, donc c'était quelque chose de très dur, un peu comme aujourd'hui. Et le plan Marshall, a eu quand même... D'ailleurs, le plan Marshall, il avait été proposé à l'Union soviétique, qu'il l'a refusé. Il ne pouvait pas l'accepter, c'est pas possible. Il aurait peut-être pu. Une question un peu intime, un peu psychologique. Vous rencontrez soit par la recherche, les archives, soit face à face, vous parliez de Gorbatchev, d'autres gens, des grands de ce monde qui ont joué un rôle décisif dans l'histoire du monde. Quand vous rencontrez ces gens-là, après les avoir vus, est-ce que vous vous dites que je les aime ou ne les aime pas, ces gens-là ont quelque chose. Leur position au sommet est due à quelque chose. Ou bien il n'y a pas de grand homme finalement. Oh si. Gorbatchev, c'était quelque chose d'assez étrange, parce que c'était un homme sympathique. Il était... Vous voyez bien qu'il n'était pas sur le même modèle que les dirigeants soviétiques. Mais au fond, ce qu'il a fait, c'était... il a eu surtout le mérite, enfin pour nous occidentaux à mon avis, de ne pas utiliser la force. Parce que c'est ça qui a... S'il avait utilisé la force, peut-être que ça aurait duré beaucoup plus longtemps. Est-ce que c'est le héros finalement un peu tout ça? Mais ce qui m'a frappé, c'est que il n'avait pas... Si vous voulez, il était resté quand même dans ce cadre soviétique. Il me disait... je ne comprends pas pourquoi mes réformes n'ont pas marché. Elles étaient très bonnes, normalement. Elles auraient dû... mais il était dans cette logique. Il faut se mettre à sa place. C'était très difficile, évidemment, pour quelqu'un qui a été nourri dans le sérail, d'imaginer un autre... Au fond, il a été... je ne dis pas qu'il l'a été malgré lui, mais il y a un petit peu de ça. Donc, c'est pas quelqu'un... Il m'avait dit aussi quelque chose... Oui, allez-y, oui. Qui m'avait beaucoup frappé au cours de l'entretien. Il y avait un interprète, évidemment. Et à un moment, il m'a regardé et il s'est mis à me tutoyer. Je ne sais pas pourquoi. Camarade. Et il m'a dit, ça n'avait aucun rapport avec ce qu'on disait avant, il a dit, ne vexe jamais un Russe, car c'est irrémédiable. et alors, oui, j'ai repensé à ça, évidemment, avec Éric Roussel et ses amis. les événements actuels. Il va falloir bientôt se séparer dans cet épisode numéro 1 des Neiges du Kilimandjaro avec Éric Roussel, historien biographe, Nicolas Pernikov, homme de médias, ex-directeur de programme de Flux sur France Télévisions. Mais on a le temps d'écouter encore un peu de musique, un peu historique. C'est un film merveilleux du patrimoine français, une réussite parfaite de Jean-Paul Rapneau, 90. C'est Cyrano de Bergerac, un des plus beaux textes de la littérature française, est mis en image magnifiquement et la musique est superbe. Jean-Paul Rapneau est un génie. Jean-Paul Rapneau, le formidable réalisateur, qui a effectivement fait un film, vous le disiez à l'instant, Éric Roussel, qui s'appelle Bon Voyage et qui se déroule au moment de l'exode en juin 40. C'est des gens qui fuient vers Bordeaux, les dirigeants. C'est exactement pratiquement cette journée de juin 40 où tout bascule dans ce chaos de Bordeaux,
où tout finit, tout commence, malheureusement. Une journée marquante d'histoire de France. Je voudrais signaler que vous avez publié, je crois que c'est peut-être même en poche maintenant, la politique, le monde d'avant, la vie politique. Rappelez-moi le titre exact. Le titre, c'était Le monde d'avant, carnet d'un biographe. C'est-à-dire, c'est un livre un peu un peu indéfinissable de souvenirs. C'est-à-dire, je suis revenu un peu sur mon itinéraire. Enfin, c'est un peu prétentieux, mais enfin bon, je l'ai fait. Sur mon itinéraire, et puis sur les personnages que j'ai évoqués, mais je les ai évoqués d'une façon un peu différente, de façon plus libre, parce qu'avec le recul que permet le temps, et puis quelquefois en racontant des choses qui n'avaient pas leur place dans une Est-ce que le monde d'avant c'était mieux? Vous savez, moi je ne suis pas... c'est-à-dire que là, on est dans une période vraiment très, très, très difficile. Il faut répondre vite, il y a eu des périodes, si vous me demandez l'avant 1940, c'était pas une période très réjouissante. C'est le moins qu'on puisse dire. Il faut se séparer là-dessus très bientôt. Éric Roussel, historien, biographe, merci infiniment pour votre présence. Nicolas Pernikov, vous buvez les paroles, ça me fait plaisir. C'est deux mondes différents, qui sont ex-directeur des programmes de flux de France Télé. Deux mondes assez différents, mais qui ont des choses à se dire. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Avant de se séparer, juste très vite fait, on le fera, c'est un éphémérique très facile. Un événement, une mort, une naissance du jour J, j'ai regardé. 4 octobre 57, lancement du premier Spoutnik dans l'espace, on parlait des Russes. 4 octobre 1989, c'est la naissance de Louis X, le hutin, le Philippe le Bel. Hutin veut dire querelleur. Et le 4 novembre, je triche d'un jour, la mort de Roland Garros, l'aviateur, mort au combat en 18. Pourquoi je parle de lui par rapport à Louis X le hutin? C'est que Louis X le hutin est mort après avoir joué au jeu de paume, l'ancêtre du tennis, puis Roland Garros. Tout ça se retrouve magnifiquement. Le 18 sera le prochain épisode. Merci, messieurs. Nous aurons ce jour-là Amaury de Autoclock, le célèbre ex-patron du RAID. Nous aurons aussi le jeune Arthur Vichot, navigateur qui sera arrivé aux Canaries, qui nous racontera la Transat. Et d'autres invités, encore inconnus, mais qui certainement nous passionneront. Merci à tous deux. Est-ce que c'est fini, les amis? Oui. Merci beaucoup. Merci d'écouter Radio Courtoisie. Merci beaucoup, Éric Roussel. Merci beaucoup, Nicolas Pernikov. C'était les neiges du Kilimandjaro.